Avertissement. Ce podcast n'a pas pour but de soutenir Gérard Depardieu en quoi que ce soit. Nous sommes bien au courant du verdict qui a été émis par les tribunaux français et nous n'avons aucun intérêt, aucun but, aucune volonté de supporter ces activités. Il s'agit simplement d'analyser ce film comme il est en tant que produit du soft power français. Joyeux anniversaire. Non, c'est bonne fête, chers Français, parce que nous sommes le 14 juillet, la journée à laquelle ce podcast sera diffusé, et c'est pour la raison pour laquelle nous allons parler de Astérix et Obélix aux Jeux olympiques. Ce film a été sorti en 2008 et ça raconte l'histoire de Astérix et Obélix qui se retrouvent à participer aux Jeux olympiques un peu par la faute ou grâce à la Folix qui tombe amoureux de la princesse grecque. Et la princesse grecque, elle est promise à Brutus par son père, mais elle veut marier à la Folix et elle va dire que elle va marier celui qui va emporter les Jeux olympiques. Et c'est comme ça que Astérix et Obélix se retrouvent à participer aux côtés de la Félix aux Jeux olympiques dans le but de vaincre les autres participants, dont Brutus. Et remporter la main de la princesse grecque. Et on précise que Brutus, dans l'univers d'Astérix et Obélix, est le fils de César. Oui, un Romain. Et à travers ce film-là, on va voir plusieurs éléments des Jeux olympiques à l'époque parce que Astérix et Obélix proviennent d'un village de la Gaule, mais un village qui a résisté à l'invasion romaine. Qui résiste encore et toujours à l'invasion romaine. Et pour ceux qui ne savent pas, Astérix et Obélix ont comme une potion magique. Obélix est tombé dedans en étant petit et c'est pour ça qu'ils ont comme des super pouvoirs qui les rendent plus forts, plus rapides, plus tout que les autres participants. Et là, Brutus va vouloir les vaincre et ça en vient finalement à ce qu'il y ait une langue bleue à la fin du film et que Alafolix puisse épouser la princesse grecque. Sur ces belles paroles, commençons l'analyse. Donc, vous vous demandez probablement pourquoi on a décidé d'analyser Astérix et Obélix aux Jeux olympiques comme manifestation du soft power français en cette belle journée de 14 juillet. C'est parce que les Astérix et Obélix, selon nous, c'est une bonne représentation comique et à la fois très représentative du soft power français. Là, on a une vision étant deux personnes vivant au Québec, Canada, donc ça se peut que nos amis français soient pas nécessairement en accord, et on le comprend. Mais en même temps, on tient à préciser qu'il y a beaucoup de manifestations de votre culture française dans ce beau petit film. Oui. Donc, c'est pour cette raison qu'on a décidé de prendre ce film-là pour illustrer le soft power français. Parce qu'on se souvient aussi qu'aujourd'hui, il y a plusieurs films qui sont sortis de Astérix et Obélix, dont le dernier Astérix et Obélix dans l'Empire du Milieu. Donc, je tiens à préciser que c'est quand même une bonne manifestation de votre soft power, étant donné que Astérix et Obélix se promènent un peu partout dans le monde et font la promotion du village d'Irréductibles Gaulois de l'époque, qui représente aujourd'hui une sorte de résistance de la France de notre point de vue. Et on commence ça en faisant une petite parenthèse au fait que nous avons un ami québécois qui joue dans ce film français. Quelle fut la surprise quand on l'a regardé, qu'on a reconnu Stéphane Rousseau, qui joue Alafolix, un personnage quand même assez important dans le film, étant donné que il crée l'élément déclencheur. Et Alafolix est un perso qui peut être décrit comme étant de bas de classe et qui est pas pris au sérieux. En plus, il est gaulois, il provient du seul village qui résiste et toujours, encore et toujours, à l'envahisseur romain. Jules César. Et là, je sais pas si vous voyez où on va en venir, mais ça fait un petit rappel à la Nouvelle-France, colonie française avant qu'elle soit cédée
à la Grande-Bretagne. Et ça fait aussi encore référence par la suite à the province of Quebec, qui continuait à parler français, à pratiquer la religion chrétienne catholique et non protestante, et qui continuait à avoir une organisation des terres en rectangle et non en canton. Donc, c'est sûr que comme on l'a mentionné pour le podcast qu'on a fait pour la Fête du Canada, 1er juillet, on se souvient, le soft power canadien / québécois tend à se nourrir de d'autres soft power. Puis là, on voit avec Stéphane Rousseau que le soft power français et le soft power québécois ne sont pas si incompatibles. Oui, parce qu'on voit... Je veux dire, c'est évident que Stéphane Rousseau fait la présence de Stéphane Rousseau dans ce film-là n'est pas anodine. Ça fait vraiment un rappel que on est lié à la France par notre histoire et par notre culture. Puis, on est lié par notre culture et on continue de tenter de résister encore et toujours à l'envahisseur culturel moderne, c'est-à-dire les États-Unis et la culture occidentale anglophone. C'est sûr que ça a changé depuis l'époque où on a tenté de résister au Royaume-Uni de Grande-Bretagne, mais ça reste que c'est toujours un pays pas un pays, une province, quelque chose de résistance, un enjeu de résistance au Canada. Comme je l'ai mentionné, encore aujourd'hui, il y a une tentative du Québec de conserver une culture francophone, malgré le fait qu'on est voisins avec les États-Unis et notamment en entretenant ce lien avec la France. Si on retourne à Astérix et Obélix, on voit qu'il y a une tentative de résister à l'hégémon de l'époque, Rome. Les Romains, l'Empire romain, puis on voit qu'un autre grand peuple est forcé de se plier à la volonté d'un autre hégémon, l'hégémon de l'époque étant Rome et non les États-Unis comme aujourd'hui, même si ça tend à probablement changer dans le futur. Donc, l'Empire grec est forcé de se soumettre à la puissance de Rome en donnant la main de la princesse grecque à Brutus, qui est le fils de César, donc l'héritier de l'empereur romain. Mais aussi, je trouve ça intéressant parce qu'on peut encore faire un autre parallèle entre l'hégémon américain puis l'hégémon de Rome, parce que c'est... Mais ça illustre aussi très bien l'humour français. On voit très bien tout au long du film qu'il y a une pointe d'ironie et d'autodérision des Français qui est très caractéristique, je trouve, des films français en général. Par exemple, Brutus qui lance son casque, personne ne le rattrape. Puis aussi, il y a littéralement quelqu'un dans son entourage qui fait des signaux pour avoir des réactions de ses soldats au fur et à mesure qu'ils parlent. Et il y a aussi le fait que Brutus souhaite mettre fin à la vie de l'oiseau se nommant Napoléon. Ce qui est assez ironique, comme vous le savez. Et aussi, pour revenir au clin d'œil à la culture française, le premier qu'on voit, c'est Brutus qui arrive au palais grec, alors que la princesse grecque essaie d'expliquer à son père qu'elle est amoureuse d'un mystérieux Gaulois qui lui a envoyé un magnifique poème. Et Brutus arrive et lui récite un poème qui vient de la chanson « Besoin de rien, envie de toi » de Peter et Sloan. Cette chanson est sortie en 1984, puis c'est une parodie humoristique qu'il fait en soulignant le côté un peu pompeux et décalé du personnage. Donc, il y a aussi un autre clin d'œil à la culture française et du pouvoir d'attraction français quand César va dire « Le César du meilleur endroit fut décerné à César ». C'est vrai! Et à titre de mention, les prix du cinéma César ont lieu à Paris. Oui, et les derniers, on a vu la présence de figures emblématiques de la France. La youtubeuse Léna Situation a justement fait les entrevues sur la tapis rouge et cette même Léna est un peu partout dans la sphère anglophone maintenant. Elle était présente pas au dernier Gala du Met, mais aux 2 derniers. Elle était présente et elle fait régulièrement des vlogs aux États-Unis.
Oui, et ça fait vraiment une mention que l'histoire de la France est reliée vraiment à l'histoire de la culture générale, étant donné qu'on voit vraiment des mentions que la France est quand même un des lieux centraux où que l'histoire internationale, si on peut dire ça comme ça, a débuté. Par exemple, c'est la France qui a envahi les autres provinces. C'est aussi la France qui a contribué qui a envoyé la Statue de la liberté aux États-Unis. Et on voit aussi cette représentation historique-là à travers les paysages qui vont nous montrer. Ils ont fait un beau travail de représentation des monuments historiques comme celui de la Reine où que les Jeux olympiques ont lieu, ou celui du pont à 3 étages qui était le plus gros pont de l'Europe ou du monde, si je me trompe pas. Donc, bravo. Si on continue avec les Jeux olympiques, comme je viens de mentionner, qui ont lieu dans une arène, les Jeux olympiques, ça fait référence à la Grèce antique, parce que c'est la Grèce qui a créé les Jeux olympiques. C'était pour montrer qui était le plus fort, le plus brave entre les différentes cités grecques. Et c'est intéressant que le film Astérix et Obélix aux Jeux olympiques, oui, ça se base sur un album préécrit des Jeux olympiques, mais la manière dont c'est axé, on voit rapidement une association entre l'Empire grec et les Gaulois qui vont remporter les Jeux olympiques. Donc, on essaie encore une fois de s'asseoir sur quelque chose, sur un autre soft power, sur le soft power grec, pour magnifier le soft power français par l'entremise d'Astérix et Obélix, qui vont gagner les Jeux olympiques au final. Oui, puis aussi, c'est intéressant parce que les Jeux olympiques, c'est une façon de démontrer aux autres nations qu'on est plus fort qu'eux, mais sans se faire la guerre. Tu sais, je veux dire, dans la vie moderne, actuelle, là, à tous les 4 ans, quand il y a les Jeux olympiques, on s'entend qu'il y a toujours une compétition entre la Chine et les États-Unis qui aura le plus de médailles. Et c'est comme une guerre aux médailles, si on peut mettre ça entre guillemets comme ça. C'est vraiment une façon de prouver aux autres nations qu'on est les plus forts, on est les meilleurs dans tout. Et les Jeux olympiques, c'est une manière aussi de renforcer le soft power national. Et c'est aussi un moyen d'unification nationale. Par exemple, au Canada, si on fait abstraction de ce qui se passe aux États-Unis, parce que ce qui s'est passé aux États-Unis, on a senti un méchant regain de nationalistes canadiens que nous ne savions pas qu'il existait à ce point-là. Mais le moment clé du nationalisme canadien, c'est pendant les Jeux olympiques, notamment ceux d'hiver. Parce que, comme vous le savez, les Canadiens sont très forts dans les Olympiques d'hiver. Donc, si on revient au film, c'est aussi intéressant de noter que non seulement le film tend à s'asseoir sur le soft power grec d'antan, mais aussi sur le soft power américain. Parce que non seulement il y a une présence, d'abord du lightsaber de Star Wars. C'est intéressant de noter que le 3e film de Star Wars de la nouvelle trilogie est sorti, donc La Revanche des Sith, est sorti en 2005. Et donc, il y a une association double entre l'actualité au moment où c'est sorti, parce que le film est sorti en 2008, et le passé avec les Grecs. Donc, c'est un renforcement du soft power français très intéressant. D'autant que l'apothéose, selon moi, du soft power français, c'est la réputation romantique de la France, notamment de Paris. Dans ce film-là, c'est une histoire d'amour entre Alaphoric et la princesse grecque. Donc, encore une fois, on représente la France comme le pays des amoureux, de l'amour avec un grand A, par cette belle petite histoire d'amour. Mm-hmm. Surtout que il y a plusieurs jeux de mots aussi pour créer un effet comique, comme alors que Astérix et Obélix vont entrer dans Olympie, Panoramix, donc l'Arc-Druide, mentionne qu'il y a eu un renforcement de la sécurité à cause du plan Vigipirate, Vigipilin, à la place de Vigipirate, qui est un dispositif français de sécurité qui a été mis en place en cas de menace terroriste. Et si on continue un peu avec ce tableau-là de l'histoire de la France, il y a aussi la scène où Alaphoric se tient en bas du balcon de la princesse pour lui faire une déclaration. Et ça va nous faire penser à Roméo et Juliette. C'est intéressant parce que Roméo et Juliette, c'est anglais. Donc, encore une fois, ce film-là s'assoit sur plusieurs types de soft power pour renforcer son propre soft power parce que
si on regarde bien, oui, à la folie, au début, quand il est en dessous du balcon de la princesse grecque, on pense à Roméo et Juliette. Mais après, on se rend compte que Obélix est juste en arrière, dans la forêt. Il lui souffle les lignes. Ça fait pas penser à Cyrano de Bergerac? En effet. Ça, c'est français. Puis, ce qui est d'autant plus intéressant dans cette scène-là, c'est que ça m'a fait penser au fait que Cyrano de Bergerac a été écrit pendant la Belle Époque en France, qui dure de 1871 à 1914. C'est un moment extrêmement prolifique en termes de création artistique en tout genre, dont en termes de pièces de théâtre, parce que Cyrano de Bergerac a été écrit par Edmond Rostand à cette époque-là. Et il y avait aussi Sarah Bernard à l'époque. Donc, on s'appuie sur un soft power anglais pour mieux faire penser à une pièce iconique française, Cyrano de Bergerac. Parce que Cyrano, dans la pièce, va souffler à un beau jeune homme ce qu'il faut dire pour séduire la belle Roxane, alors que c'est lui qui est amoureux de Roxane au final. Mais Obélix n'est pas amoureux de la princesse. Il la trouve belle, mais il respecte tout à fait que c'est à la Forix, mais ça fait penser à cette scène. Oui. Et tu sais, on continue avec le film en général. Il y a une autre citation plus ou moins exacte, là, que j'ai notée, plus ou moins. Plus ou moins, en tout cas. Que j'ai noté. Que j'ai notée. C'est la scène où que Brutus parle avec son père, César. Il dit que le souverain s'intéresse tellement est tellement intéressé par les grands empires qu'il en oublie à s'intéresser à son peuple en bas de chez lui. C'est comme un peu une critique de la dirigeance des souverains d'Europe, où que leur but, c'était toujours de conquérir des grands empires, mais qui oubliaient un peu leur propre peuple. On se rappelle un peu de l'histoire avec Marie-Antoinette. Est-ce qu'on a besoin de la rappeler? Je ne pense pas. Je pense que si nos compatriotes français écoutent ce podcast, ou n'importe quel francophone qui écoute ce podcast, je vous encourage grandement à réviser vos livres d'histoire si vous ne savez pas à quoi on fait référence, mais on fait référence à la Révolution française. On a un historique quand même d'un gouvernement relativement instable. On se rappelle que nous sommes rendus à la 5e République. Je rappelle, et qu'entre-temps, il y a eu 2 empereurs. On a eu Napoléon I, Napoléon III, qui est son neveu, si je me souviens bien. Ensuite, on a eu la Commune de Paris. Donc, je tiens à préciser que la France a un passé assez instable et effectivement, la division des classes est peut-être un des éléments qui fait en sorte que le gouvernement était un peu instable. Puis aussi, on continue dans une critique des dictateurs parce que des fois, comme l'a mentionné Laurence tantôt, oui, la France a une histoire de dictateur, a un passé, stabilité politique trouble par plusieurs moments de l'histoire française, mais c'est d'autant plus renforcé à la fin. Parce qu'à la fin, quand Astérix conteste les résultats des Jeux olympiques et demande à César justice, César se lève et on voit le soleil qui jaillit, qui l'éclaire de derrière. On dirait vraiment une divinité. Puis un soft power national peut aussi se diriger vers l'intérieur. Oui, c'est pour, en quelque sorte, unifier son pays aussi. Puis mieux avertir. Voilà. Dans ce cas-ci, cette représentation-là de César fait penser un peu à Napoléon, qui se représentait de manière très similaire. Il y a eu une exposition il y a quelques années au Musée des Beaux-Arts sur Napoléon. Et on voyait plusieurs peintures de lui représentées avec des couleurs similaires à César. Donc, le rouge, le blanc, l'or, et aussi les couleurs plutôt royales françaises. Et donc, cette figure de César fait penser qu'il se considère comme un dieu avec cette représentation-là. Il y a plusieurs allusions, comme le fait est qu'il dit « Ave moi » ou « Au nom de Junon », qui est Héra, donc
Déesse. la femme de Zeus, qui est comme le principal dieu de la mythologie grecque. Donc, c'est sûr que cette représentation intense de César et le fait est que Brutus arrête pas d'essayer de l'assassiner, c'est comme un avertissement que si tu veux devenir un dictateur, si tu as des idées de grandeur, il va toujours avoir quelqu'un qui va essayer de te planter un couteau dans le dos. Puis avec plus un pouvoir important, plus il y a des tentatives de coup d'État. Et justement, le film se finit par Obélix qui aide César à empêcher Brutus de commettre un coup d'État, et ça boucle la boucle dans le sens où ça finit l'avertissement de un dictateur va forcément se faire challenger et ne restera pas nécessairement au pouvoir longtemps, sauf si il y a l'aide du petit peuple que représentent les Gaulois, le village d'irréductibles gaulois. C'est quand même assez ironique quand il pense, parce que le village résiste constamment à Jules César, et à la fin, Obélix décide d'aider Jules César, qui est comme un peu son envahisseur. Et donc, c'est comme si les Gaulois représentaient le petit peuple. Donc, si le dictateur n'a pas le petit peuple derrière lui, s'il ne l'écoute pas, il va mourir. Hein? Donc, dictateur, c'est pas bien, quoi. Le film renforce même certains aspects de la culture française autres que la vision très romantique de la France. Au banquet final de Victor, on voit les trois responsables des Jeux olympiques qui parlent d'un nouveau sport, pied-ballon. Et je veux pas, on pense au football, ou comme on l'appelle au Québec, le soccer. Oui, et même, on a encore un lien, une association entre le soft power français, parce que d'abord, on voit quelqu'un jouer avec un ballon de soccer. Je suis tellement désolée à nos amis français. Je sais pas si c'est quelqu'un connu ou non. OK? Cette personne-là, je ne sais pas, mais j'estime que oui. Mais je sais pas c'est qui. Je suis désolée, guys. Mais c'est surtout, pour moi, ce qui est très symbolique de cette association de soft power-là, c'est que à l'époque où le film est sorti, il y a quand même des très bonnes relations entre la France et les États-Unis. Et après avoir joué avec le ballon, comme on jouerait avec le ballon au football, le ballon est passé à quelqu'un qui commence à jouer au basket, comme un ballon de basket. Et donc, l'apothéose du soft power américain en tant que sport, c'est le basketball. Donc là, on fait un lien direct dans nos esprits. France égale amis américains. Et même à ça, le ballon de soccer football, je veux dire, ça appelle au nationalisme français avec « Allez les Bleus ». Exactement. D'autant que on voit un personnage qu'on a vu dans un précédent Astérix Obélix qui renforce un rayonnement de la culture française en rappelant à un film antérieur. Mais l'architecte égyptien, son cousin lui demande « Ah, fais-moi la bise ». Ce qui est une scène assez cocasse, mais qui représente un autre élément de la culture française. Sur ce, passez un bon 14 juillet. Bonne fête nationale de la France. Et on se retrouve pour un nouvel épisode dans pas long.